Attention, cette vidéo aborde des sujets liés aux violences sexuelles qui peuvent être difficiles à regarder pour certains d'entre vous. Je vous encourage à faire preuve de prudence pendant le visionnage. Si vous vous sentez mal à l'aise ou affecté par ce contenu, n'hésitez pas à faire une pause ou à rechercher du soutien auprès de professionnels ou de proches. Nous sommes fin janvier 2024, je reçois le message d'un ami me signalant avoir reçu un étrange livre violet dans sa boîte aux lettres. Le bouquin est petit, pas très attrayant, et le résumé au dos est particulièrement glauque. On nous présente un certain Tom Cantor, un chef d'entreprise qui aurait été perdu et souillé à son adolescence, mais qui, pour se sauver de la honte de ses souillures sexuelles, a choisi de nouer une relation avec une fille pure et saine. Alors je vais pas m'attarder sur le terme de souillure sexuelle et fille pure et saine, qui me semble quand même pas mal problématique, parce que la suite du résumé l'est encore plus. On peut lire de manière un peu brute de décoffrage et surtout écrit en gras que lors de sa demande en mariage, il apprend que sa femme a été violée et est enceinte. Tom se dit lui-même désabusé et dévasté, ce qui peut se comprendre. Cependant, ce n'est pas le sens auquel vous pensez, mais on y reviendra plus tard. Bref, ça ne semble pas être le prochain prix Nobel de littérature, le résumé est mal rédigé avec des fautes et des erreurs de conjugaison, on voit à la tournure des phrases qu'il s'agit de mauvaises traductions, et que le fond semble quand même très douteux. Une fois le livre jeté à la poubelle par mon ami, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Et pour être tout à fait honnête, je n'avais nullement l'intention d'en parler, jusqu'à ce que je reçoive le message de 3 autres amis me signalant l'avoir reçu également dans leur boîte aux lettres. J'ai donc naturellement cherché à comprendre qui avait distribué ce livre, et surtout pourquoi. Pourquoi distribuer gratuitement un livre dans les boîtes aux lettres parisiennes pour nous raconter l'histoire d'un entrepreneur américain qui s'est purifié? D'autant que le livre affiche bien un prix d'achat de 9,58 €. Et en faisant mes recherches, je ne tombe pas sur grand chose. Aucun article de presse française, rien sur X ni sur YouTube. Mes amis habitent dans des arrondissements différents à Paris. À moins d'une très grosse coïncidence, il doit bien s'agir d'une distribution massive, on ne peut pas être les seuls impactés. En cherchant un peu, je vois qu'il existe une version anglophone qui est la version originale du livre. Et cette version semble avoir fait parler d'elle aux États-Unis. Le bouquin est accessible sur Amazon et outre sa très mauvaise note, les avis laissés en commentaire ont toute une particularité, c'est que les personnes qui ont donné leur avis ne sont pour la plupart pas des acheteurs, comme mes amis. Les clients Amazon relatent avoir reçu ce livre chez eux et l'impression laissée après sa lecture est quasi unanime. Alors je vous le dis, ne l'achetez pas, et si vous le recevez chez vous, je vous confirme que vous n'en tirerez aucun plaisir à le lire. Mais de quoi ça parle concrètement ? Transformé est avant toute chose une autobiographie écrite et auto-éditée par Thomas Cantor, dit Tom Cantor, mais ici on va l'appeler Tom. Elle a été écrite en 2010 lorsque les médecins lui auraient diagnostiqué un cancer. Le livre relate en 84 pages sa jeunesse, ses études, sa rencontre avec sa femme et comment il est devenu une meilleure personne. Et au fil de la lecture, on comprend où Tom veut nous amener. Parce qu'il y a un détail que j'ai omis volontairement de préciser en préambule, c'est que Tom n'est pas qu'un entrepreneur, c'est avant tout un fervent croyant, issu d'une famille juive avec un grand-père rabbin. Je suis né dans une famille juive. Mes 2 parents étaient juifs. Mon grand-père paternel était issu d'une lignée de rabbins et prêtres de Lituanie. Mon arrière-grand-père était rabbin à Pittsburgh et mon grand-père rabbin à Petersburg en Virginie. Et la petite complexité, c'est que Tom, il a une approche différente de la judéité. Il se dit juif messianique, c'est-à-dire qu'il croit que Jésus est le Messie, ce qui normalement est le point fondamental de différence entre les juifs et les chrétiens. On va d'ailleurs faire un petit rappel historique. Un chrétien est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, un juif est par contre un descendant du peuple juif et celui qui suit les préceptes de la religion juive. Les chrétiens reconnaissent Jésus comme le Messie, tandis que pour les juifs, Jésus est un simple prophète et ils attendent encore l'arrivée du véritable Messie. Les chrétiens se réfèrent à la Bible constituée de l'Ancien et du Nouveau Testament, les juifs ne se réfèrent qu'à l'Ancien Testament et notamment la Torah, tandis qu'ils ne reconnaissent pas le Nouveau Testament qui est consacré à Jésus. Maintenant que ça s'est posé, où est-ce qu'on situe le judaïsme messianique ? Plutôt chez les juifs ou chez les chrétiens ? Le terme étant lui-même controversé, il est plutôt considéré comme un mouvement religieux chrétien, mais reprenant des éléments de la tradition juive. Petit aparté, ce mouvement judéo-chrétien existait déjà au IVe siècle, on les appelait les Nazoréens, en référence à Jésus de Nazareth. Et bien qu'il ait été absorbé par le judaïsme et le christianisme dès le 5e siècle, ce courant religieux refait son apparition en Angleterre puis aux États-Unis vers les années 1960, sous le terme de judaïsme messianique, tout en étant mal vu par la communauté juive. Mais Tom, lui, il est issu de parents juifs, et il se dit juif, mais juif messianique, et il en démordra pas. Alors comment est-il passé d'un juif pratiquant au judaïsme messianique ?
Eh bien, il le dit dans son livre, mais aussi sur YouTube, c'est en quelque sorte sa femme, Cheryl, elle-même chrétienne pratiquante, qui lui fera découvrir la Bible. Il faut garder à l'esprit, dans les premières pages de son livre, que Tom semble souffrir d'un profond mal-être. On comprend qu'il cherche à donner un sens à sa vie. Lorsqu'il est jeune, c'est plutôt un étudiant oisif. Il partira en Europe pour poursuivre ses études, mais se fera même renvoyer de son école. Après 7 semaines à peine dans cette école, j'ai été arrêté par la police pour ivresse et voies de fait. C'était un samedi. À l'école, ils m'ont dit « Vous savez qu'à votre arrivée dans cette école, comme tous les étudiants, vous avez dû déposer un billet de retour ici. Eh bien, nous allons l'utiliser dans votre cas. Vous êtes renvoyé, vous rentrez chez vous dès demain. » Mais je ne voulais pas aller à Los Angeles, alors j'ai caché des lames de rasoir dans ma poche. J'ai attendu qu'il n'y ait pas d'étudiants dans le hall d'entrée de l'école. J'ai jeté mes livres du sommet des escaliers et j'ai fait semblant d'avoir dévalé les escaliers. J'ai hurlé que je ne pouvais pas me lever. J'ai été emmené à l'hôpital en ambulance. À mon arrivée, ils m'ont donné un flacon en disant « Nous avons besoin d'un échantillon de vos urines. » J'ai dit « OK ». Ils ont quitté la pièce, j'ai sorti les lames de rasoir, j'ai coupé ce doigt-ci, j'ai versé 3 gouttes de sang dans l'urine et j'ai mélangé le tout et voilà. Et c'est notamment là-bas où Tom va souffrir de ses souillures sexuelles, comprenez relations sexuelles. Ce mal-être va le ronger pendant très longtemps, il en est au point de passer des heures sous la douche pour se purifier, se sentir propre. Et finalement, la révélation va être la rencontre de sa femme. Parce que pour lui, Cheryl, c'est un moyen de se purifier, parce qu'elle-même, elle est pure et saine. Et c'est là où la lecture de son bouquin va commencer à être pénible. En effet, alors que Tom demande Cheryl en mariage, celle-ci va lui confier s'être faite violer en France et être tombée enceinte. Malheureusement, la réaction de Tom n'est pas vraiment celle à laquelle on pourrait s'attendre. La première chose qui lui passe par la tête, c'est que maintenant que Cheryl a été souillée, il ne pourra plus jamais être purifié. Voilà. C'est gênant, autocentré, et on a l'impression d'un manque criant d'empathie de sa part, ce qui est d'ailleurs un peu le problème du livre dans sa globalité, tout tourne autour de Tom. Mais c'est cet événement tragique qui va le ramener à la religion, et notamment au judaïsme messianique. Mais Tom ne veut pas s'arrêter qu'à sa propre conversion. Aujourd'hui, et depuis quelques années déjà, son objectif est de faire accepter aux Juifs que Jésus est bien le Messie, parce que pour lui, la conversion de chaque Juif au messianisme constitue un pas vers le retour du Messie et la rédemption du monde. Et ça s'appelle du prosélytisme. Le prosélytisme, c'est un comportement qui consiste à recruter des adeptes en tentant d'imposer à autrui ses idées et ses convictions. L'entreprise peut sembler périlleuse, mais Tom, il n'est pas du genre à se dégonfler. Il va faire imprimer et diffuser entre 2021 et 2022 plusieurs millions d'ouvrages de son livre dans de grandes villes américaines, notamment à New York, Détroit, Saint-Louis et Chicago, et particulièrement dans les quartiers plutôt juifs. Et ça va pas plaire du tout. Des habitants vont témoigner sur internet, et notamment sur le site de commande Amazon, pour traiter assez régulièrement Tom d'antisémite. Et comme si ça ne suffisait pas, Tom annonçait en 2023 la distribution de 4 millions d'exemplaires de son livre en hébreu en Israël. Ce qui a notamment suscité la colère d'organisations juives orthodoxes qui, indignées du contenu de l'ouvrage, ont été jusqu'à publier des mises en garde dans les lieux publics, d'autant que Tom envoyait déjà depuis des années des CD auprès de foyers israéliens et américains afin d'évangéliser leurs destinataires. On comprend la logique de Tom à vouloir cibler les communautés juives, mais alors pourquoi la France ? En fait, la raison, elle est assez simple. Hors Israël, la France compte la deuxième diaspora juive la plus importante après les États-Unis. Il y aurait entre 1,4 et 1,9 millions de juifs en Europe, dont 450 000 rien qu'en France. Et je pense que ça suffit à convaincre Tom de commencer par là. Il a sous ses ordres 200 missionnaires rien que pour la côte est des États-Unis, et c'est pas impossible qu'il en ait chargé quelques-uns de faire la distribution de son livre à Paris. Il annonçait d'ailleurs dans une vidéo publiée fin 2023 qu'il comptait distribuer 620 000 exemplaires de son livre en France. Et comme visiblement il s'est cantonné à la capitale, voilà ce qui explique la quantité astronomique de livres retrouvés dans les boîtes aux lettres. D'ailleurs, l'écrivain Quentin Bruet-Ferréol publiait un message le 10 février sur X en expliquant avoir surpris une livraison en cours sur Paris début février. En échangeant avec le livreur, celui-ci révélait être payé par la mairie de Paris. Ouais, pas le meilleur des mensonges. Parce qu'entre ma recherche de fin janvier et l'écriture de cette vidéo fin février, plusieurs articles de presse, médias et même youtubeurs ont commencé à parler de ce livre. Preuve en est que Tom a réussi son coup. Parce que son objectif, c'est pas seulement d'évangéliser, c'est aussi d'avoir des retombées presse et de l'écho dans les médias pour toucher encore plus largement la population. Le choix éditorial peut sembler toujours complexe à arbitrer, ne pas en parler pour ne pas donner de l'importance au prosélytisme d'un seul homme,
ou au contraire couvrir l'affaire quitte à jouer au jeu de Tom. Ceci étant dit, plusieurs millions de livres distribués aux États-Unis, 4 millions annoncés à destination d'Israël, plus de 600 000 en France pour un livre affiché à 9,58 €, il faut bien trouver l'argent quelque part. D'autant plus qu'il annonçait investir à minima 4 millions de dollars par an rien que pour son projet d'évangélisation aux États-Unis. Et c'est maintenant que nous allons nous intéresser à Tom l'entrepreneur. Et comme tout grand entrepreneur qui se respecte, Tom a un bon storytelling. En effet, Tom, c'est le fondateur et président des laboratoires Scantibodies créés en 1976, situés en Californie et spécialisés dans les biotechnologies. L'entreprise est, je cite, « passée d'un petit garage assez grand pour une voiture avec un investissement de seulement $130 en 1976 à une entreprise avec une équipe de 800 membres et des opérations dans le monde entier. » En tout cas, c'est ce qui est marqué sur le site web de l'entreprise, son site d'évangélisation, son site de podcast et ce qu'il en dit en interview et sur YouTube. They're all employed by Tom Canner of El Cajon. With just $135, his quest began in his garage. Now it's grown to 3 international branches. Bref, il aime à rappeler qu'il s'est construit tout seul, on croirait un peu entendre le rêve américain, mais ce que j'omets de préciser c'est qu'il est né dans une famille aisée avec un père gynécologue de Beverly Hills et une mère qui travaillait pour des célébrités notables d'Hollywood, quoi que ça veuille dire. Il avait donc déjà quelques billes dans la poche à ses débuts, bien que la relation avec ses parents se soit détériorée suite à son mariage avec Cheryl parce qu'elle n'était pas juive. Il déménage à San Diego en 1970 avec Cheryl qui y travaillait comme secrétaire. Il a ensuite travaillé dans plusieurs hôpitaux comme technicien de recherche et directeur, et c'est là où il se rend compte qu'il n'existait aucun fournisseur commercial d'anticorps, donc il décide de monter cette entreprise avec Cheryl. Alors, on a un peu du mal à comprendre l'importance qu'a eu sa femme dans la création de l'entreprise, en tout cas, elle est mentionnée en tant que fondatrice, mais on a peu d'informations sur son rôle exact. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a travaillé au sein de l'entreprise avec Tom. Et donc, cela fait bientôt 50 ans qu'il gère cette société, mais le plus incroyable, c'est que Tom est aussi connu aux États-Unis comme lanceur d'alerte. En effet, en 2004, Tom a accusé Quest Diagnostics, et notamment sa filiale Nichols Institute Diagnostics, une entreprise de diagnostic médical américaine, d'avoir fabriqué et commercialisé des kits de tests qui produisaient des résultats inexacts. Ce qui a amené certains laboratoires qui ont utilisé ces tests à soumettre des demandes de remboursement aux programmes de santé fédéraux américains, sauf que ces demandes, elles n'avaient pas lieu d'être. Et quand vous touchez à l'argent de l'État américain, en général, c'est pas bon signe. Après plus de 5 ans de procès, Quest Diagnostics va plaider coupable et versera plus de 300 millions de dollars de pénalités à plusieurs parties, et notre cher Tom, en tant que lanceur d'alerte à l'origine de l'affaire, touchera personnellement 45 millions de dollars. Bienvenue aux États-Unis. Et bien qu'il dit avoir utilisé cet argent pour financer la recherche médicale, on peut légitimement se demander si une partie n'a pas servi à l'impression et à la distribution des livres. Mais finalement, peu importe les 45 millions, avec son entreprise Scantibodies, Tom était déjà fortuné puisqu'il serait milliardaire. Et cette fortune, il l'a mise à contribution dans d'autres domaines. En effet, Tom est un créationniste. Alors qu'est-ce que c'est que le créationnisme ? Le créationnisme, ça correspond à une hypothèse non scientifique qui tend à expliquer l'origine des espèces vivantes par l'acte de création de Dieu. Certains créationnistes s'attachent à suivre les explications données dans la Bible, à savoir que la Terre et les êtres vivants ont été créés en l'espace de 6 jours, il y a environ 6000 ans, par Dieu. Et ça, on va l'appeler le créationnisme littéral parce que c'est celui qui colle le plus au texte sacré. D'autres créationnistes intègrent une sorte d'évolution des espèces, mais le tout resterait contrôlé par un grand architecte. Dans ce cas-là, on parle de dessin intelligent. En tout cas, ces deux versions du créationnisme s'opposent à la théorie de l'évolution. En France, on n'a pas trop cette vision du créationnisme littéral, on entend plus souvent parler de dessin intelligent qui intégrerait une partie de la théorie de l'évolution tout en la contestant. Mais aux États-Unis, le créationnisme littéral, c'est un courant beaucoup plus répandu, notamment auprès des évangélistes. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un créationniste prosélyte a de l'argent ? Eh bien, je vous présente donc le Creation and Earth History Museum, un musée dédié à promouvoir le créationnisme aux enfants. Vous apprendrez comment les dinosaures ont fait pour cohabiter avec les humains, en quoi la datation carbone qui permet d'évaluer la Terre à 4 milliards d'années est fausse, comment les centaines de milliers d'espèces d'animaux qui abritent la Terre sont tous montés par deux sur une arche, et en quoi le Grand Canyon du Colorado est la preuve du déluge. Et plein d'autres choses fascinantes, le tout appuyé par des preuves scientifiques irréfutables qui ont toutes pour prémisse la Bible. Alors Tom, il n'a pas créé ce musée qui a été construit en 92, il l'a racheté en 2008, soit à peu près un an avant qu'il ne touche les 45 millions suite au procès de Quest Diagnostics. Cependant, il a développé la partie web en mettant à disposition des vidéos promotionnelles accessibles sur la page YouTube du musée. Toujours dans la même veine, défendre le créationnisme en faisant appel à des pasteurs, docteurs en théologie, ainsi qu'à des experts scientifiques.
On remarque que l'espace commentaire est le plus souvent désactivé et quand il ne l'est pas, beaucoup d'internautes corrigent les approximations scientifiques et rhétoriques des intervenants. Il faut bien saisir que ce musée, il a une fonction pour Tom, c'est d'amener les plus jeunes à s'intéresser à la religion. Le parcours est fait pour découvrir en famille les grandes étapes de la Bible, avec pour les parents des arguments scientifiques pour appuyer les explications et pour les plus jeunes des décors assez immersifs, des dinosaures et plusieurs activités, bref, de quoi passer un bon samedi après-midi. Mais est-ce que c'est vraiment assez pour Tom ? Pas exactement. Son domaine de prédilection, ce n'est pour moi ni les livres, ni ce musée, c'est avant tout sur internet, où il est très actif, bien que sa visibilité soit faible. Il crée sa chaîne YouTube Israel Restoration en 2011, le nom fait écho à son site web israelrestoration.org sur lequel il promeut le judaïsme messianique pour sauver les juifs perdus. Il publie assez régulièrement des sortes de prêches, des messages à destination des fidèles, sans oublier quelques vidéos où il raconte son histoire personnelle, la même que dans son livre. Le tout traduit en plusieurs langues afin encore une fois de toucher le plus de personnes possible. Il a également un site qui s'appelle Friendship with God sur lequel vous pouvez trouver ses stations de radio à travers tous les États-Unis, ainsi que ses podcasts où il publie tous les jours des lectures et des explications de la Bible. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez même sauver un ami juif pour le ramener vers le judaïsme messianique en remplissant un questionnaire pour vous faire livrer chez vous ou chez votre ami, sans n'avoir rien à débourser, le DVD du témoignage de Tom, probablement la même vidéo que vous avez déjà sur YouTube, ainsi que son livre. Décidément, je ne comprends vraiment pas pourquoi il est écrit qu'il est vendu à 9,58€ vu qu'il est distribué gratuitement en faisant la demande sur son site. D'ailleurs, il arrive que lorsque vous recevez le livre chez vous, celui-ci soit accompagné d'un QR code qui envoie vers le site Angel Studios, qui est une société de production diffusant des films et séries chrétiens. Je ne serais pas étonné d'apprendre que Tom est un financeur régulier de la plateforme, mais je n'ai pas réussi à avoir plus d'informations à ce sujet. Bref, vous avez cerné le personnage de Tom, il souhaite occuper le plus de canaux possible, faciliter l'accès à la Bible et surtout vous convaincre via son témoignage personnel qu'il a pu être sauvé en espérant que vous le soyez vous aussi. Et même s'il se fait critiquer assez largement sur les moyens employés pour évangéliser les juifs, il répond tout simplement « J'aime ma communauté et je ne veux pas qu'un seul d'entre eux aille en enfer ». Mais d'ailleurs, est-ce que toutes ces actions sont autorisées ? Il faut savoir qu'en France, le prosélytisme religieux est autorisé dans l'espace public, principalement au titre de la liberté d'expression. En ce qui concerne la distribution du livre dans la boîte aux lettres, là où Tom est malin, c'est qu'il ne s'agit pas vraiment d'un livre religieux. C'est avant tout une autobiographie dans laquelle la religion est prédominante. Il ne vous incite pas formellement à vous convertir, mais à vous identifier à lui, et même si c'était le cas, il ne serait pas forcément attaquable. En effet, il n'est pas illégal en France de distribuer des tracts religieux comme peuvent le faire par exemple les témoins de Jéhovah. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'une distribution aussi massive de livres peut causer un trouble à l'ordre public ? Et ça serait à l'appréciation d'un juge. Aujourd'hui, Tom continue de gérer les laboratoires Scantibodies ainsi que son musée créationniste, tout en restant très actif sur son compte YouTube et via ses podcasts. Il reste assez discret au niveau de la presse, il y a peu d'interviews de lui dans les médias, j'ai d'ailleurs tenté une prise de contact avec lui, mais sans succès. Il s'exprime essentiellement via ses propres canaux et ne commente d'ailleurs que très peu les mauvaises critiques sur son livre. Il considère que même si beaucoup de gens ne sont pas intéressés, il peut y avoir des personnes qui vont être touchées par son histoire. C'est la technique du matraquage, comme en publicité. On envoie le plus massivement possible, et mathématiquement, il y aura bien des gens qui y seront réceptifs. D'ailleurs, la distribution de son autobiographie n'ayant commencé qu'il y a quelques années dans le monde, ce n'est pas impossible que d'autres envois massifs se fassent à nouveau en France ou dans un pays voisin, probablement avec une forte communauté juive. La Mivilude, qui est un organisme de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, suit depuis quelques années déjà les pratiques de certaines églises évangéliques en France. Le cas de Tom a été signalé par le maire du 13e arrondissement de Paris. Tom a aujourd'hui plus de 70 ans, il est père de 3 garçons, nés tous les 3 dans les années 70. Quant à sa femme, Cheryl, elle est décédée en 2014 d'une leucémie, soit à peu près 4 ans après la rédaction du livre Transformé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le sujet vous aura plu, mettez un like et abonnez-vous, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, salut.